Il fait pas beau. Est-ce que tu sais ce que c'est le palais de festival de Beyrouth? De Bayreuth Festspielhaus. C'est une salle d'opéra qui est située sur la colline verte de Beyrouth, en Bavière, et qui a été spécialement conçue par Wagner, le compositeur. Il l'a conçue spécialement pour l'exécution de ses œuvres. Et pour l'inauguration, en 1876, ils ont joué la tétralogie complète de l'Anneau de Nibelung de Wagner. Autant te dire que c'est long comme inauguration. Bon, c'est quoi le truc spécial de cette salle? En fait, Wagner, il l'a conçue en rejetant la structure traditionnelle d'un opéra. Tu vois, les théâtres à l'italienne, ils ont une forme un peu comme ça, de fer de cheval. Tous les opéras ressemblent à peu près à ça. Mais Wagner, lui, il a conçu la salle comme les amphithéâtres de la Grèce antique. Ou comme dans ta fac. Parce que d'après lui, ça permet une sorte d'égalité entre les spectateurs qui sont tous au même niveau face à l'œuvre. Mais la plus grande particularité de cet opéra, c'est la fosse d'orchestre. Alors d'habitude, la fosse d'orchestre, dans un opéra, elle ressemble à ça. Du coup, quand toi t'es dans le public, et tu vois les musiciens. Mais là, la fosse d'orchestre, elle s'enfonce sous la scène. Et elle est recouverte par une longue plaque de bois. Du coup, le public ne voit pas l'orchestre. On appelle ça l'orchestre invisible. Mais les chanteurs qui sont sur scène voient quand même le chef d'orchestre. Du coup, cet orchestre invisible, ça donne un son très particulier. Le son de l'orchestre se réverbère sous la plaque de bois et après se projette dans la salle. Du coup, quand toi t'es dans le public, t'as l'impression que le son arrive de tous les côtés où que tu sois dans la salle. Bon, par contre, pour le chef d'orchestre, c'est un peu hardcore. Déjà parce qu'il n'entend pas le son comme le public l'entend. Ensuite, il voit mal la scène, parce qu'il est quand même à un niveau un peu moyen. En plus, la fosse d'orchestre, elle est quasiment que dans le noir, du coup, il voit quasiment pas les musiciens. Et en plus, avec la réverbération du son, comme je viens si bien de le montrer, le chef d'orchestre a un espèce de décalage entre les chanteurs qui sont sur scène, et donc le son se projette directement dans la salle, et le son de l'orchestre qui est en dessous et qui se réverbère avant d'arriver dans la salle. Du coup, pour le chef, pour que tout soit bien synchronisé au même moment, c'est super difficile. Donc la question se pose, pourquoi Wagner as-tu fait ça? Décidé de faire chier toute une génération de chefs d'orchestre en créant cette fosse? Pour deux raisons principales. La première, c'est qu'il voulait que le public puisse se concentrer entièrement à ce qui se passe sur scène, donc à l'histoire. Et la deuxième raison, c'est que ça permet un espèce d'équilibre par rapport au volume des chanteurs et de l'orchestre. Wagner, comme il créait des opéras qui savaient très très larges et qui sont quasiment impossibles à produire physiquement, c'est des sons, il faut quand même des gens qui ont des voix, énormes. Et du coup, le gars, pas compliqué, au lieu de changer sa musique, il a juste créé une salle d'opéra qui est faite sur mesure pour sa musique. Et du coup, dans cette salle d'opéra, on ne joue que des opéras de Wagner. Est-ce que tu saurais me citer une compositrice d'opéra? Bon, par contre, si tu connais la chaîne de Scherzando, ça compte pas. Et si tu la connais pas, je te la conseille parce que franchement, elle est bien cette chaîne. Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 3 des compositrices. Aujourd'hui, on va parler de 3 d'entre elles, 2 méconnues et une emblématique, histoire de rajouter quelques noms à toutes celles dont on a déjà parlé. Allez, accrochez-vous vos esgourdes, on est parti! Le premier opéra écrit par une femme, c'est La Liberazione di Ruggero. La libération de Roger. Et c'est Francesca Caccini qui l'a écrit. Né en 1587 et décédé en 1641. A écrit en 1625 La libération de Roger. C'est donc un opéra baroque. Et si tu veux être très précis et faire ton historien musicologue stylé dans tes dîners mondains, tu peux même dire que c'est écrit dans le stile moderne, c'est-à-dire le style de Monteverdi. Parce qu'à l'époque, il y a le style ancien et le style nouveau, qu'on appelle aussi seconda pratica. Enfin bref, tu n'en as rien à foutre, j'imagine. Tu as vu? Tu peux faire les liens de la connexion de la chose et comprendre que Ruggiero est un personnage de Alcina. Si tu ne vois pas Alcina, je te conseille d'aller voir la vidéo Alcina, oui. Donc vite fait,
le pitch de la liberazione di Ruggiero. Le bail, c'est que c'est Melissa qui est in love de Ruggiero, et non pas Bradamante comme dans le Alcina de Handel. Mais Alcina, qui est une méchante sorcière, nymphomane, elle a transformé Ruggiero en esclave sexuel. Sympathique, ouais. Et Melissa le sauve. Et à la fin, ils sont contents, et ils sont vraiment contents, et c'est cool. Et au passage, je t'informe que Francesca Caccini, tout le monde l'aimait beaucoup, parce qu'apparemment c'était une très très grande musicienne, et elle chantait très bien, et elle jouait plein d'instruments. Et c'est la même époque que Monteverdi, hein. Et du coup, toi tu connais Claude, mais tu connais pas Francesca. Je t'avoue, moi non plus, je la connaissais pas. Alors comment ça se fait que personne il la connaît maintenant? Parce que tout le monde l'a kiffé à l'époque. Hein? Dis donc. Peut-être c'est parce que c'est une femme? La Scala de Milan, c'est un des opéras les plus célèbres du monde. Mais malheureusement, il n'est pas célèbre que pour la grandeur de sa salle ou pour la beauté des performances qui s'y passent. Il est aussi célèbre pour avoir le public le plus difficile du monde. Certains disent que c'est parce que c'est l'opéra national d'Italie et que l'Italie est le berceau de l'opéra, mais bon, il faut pas déconner. Prenons en exemple Roberto Alagna. Oui, je sais, je parle tout le temps d'Alagna. Donc Alagna a fait scandale à la Scala de Milan. C'était le 10 décembre 2006, pendant la première représentation d'Aïda de Verdi, où il avait un rôle principal. Pendant le premier acte, le ténor a un air très difficile, qui s'appelle Celeste Aïda. Et donc, comme tu le sais depuis le 15 décembre, en général, à la fin d'un air très difficile, le chef laisse un petit temps aux spectateurs pour applaudir et crier bravo. Sauf que là, le public de la Scala n'était pas satisfait par ce qu'a fait Alagna, et donc ils ont hué. Mais hué, hein. C'est pas des petits sifflets. Ils ont hué. Et c'est un truc que quand t'es dans le milieu du chant lyrique, tu sais que le public de la Scala, c'est des gens difficiles. Ils connaissent tous l'opéra par cœur. Tu sais que tu vas être face à des huées à un moment ou un autre. Tous les grands chanteurs ont été hués. Maria Callas, Brinterfell, René Fleming, Angela Georgiou, tous ces énormes chanteurs ont été hués à la Scala. Et Alagna, tu sais ce qu'il a fait? Il s'est assis sur le décor alors qu'il n'était pas censé s'asseoir. Il a attendu un peu. Et après il s'est levé et il a quitté le plateau en faisant un espèce de geste comme ça en mode « c'est bon, vous m'avez saoulé » et en dégrafant son costume. Et il est sorti de scène. Eccole le immagini, in esclusiva Rai, di quanto avvenuto alla Scala domenica sera. Alagna Radames abbandona la scena, offeso dai bu... Et en laissant sa partenaire de scène, toute seule, en train de s'adresser à personne. Donc en général, dans ces moments-là, the show must go on. Donc la meuf, pendant un quart d'heure, elle s'est adressée à un ténor fantôme. En 2 temps 3 mouvements, la Scala a trouvé la doublure d'Alagna. En mode chemise jean basket, il est arrivé paf 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 en pleine Égypte ancienne et il a commencé à répondre à la nana. Tutto liscio fino alla fine, con tanti applausi per il tenore sostituto Antonello Palombi. La testimonianza di una melomane che era in platea domenica sera. La reazione proprio di un... Donc forcément, le gars, après, lui, il a été applaudi pendant 9 minutes. Et après ce scandale, Alagna a dit qu'il ne reviendrait jamais chanter à la Scala. Il leur a même fait un procès pour non-assistance à personne en danger. Parce qu'il avait déjà fait des crises d'hypoglycémie avant en chantant, et apparemment, ce qu'il a dit dans une interview, il est sorti de scène, et tout le monde lui a dit « tu y retournes, sinon tu vas le regretter », et personne s'est inquiété de sa santé. Du coup, pour lui, il y a non-assistance à personne en danger. Dans la vie, si je t'insulte, tu me fais un procès. Eux, ils auraient le droit de me démolir, en toute impunité. C'était donc le scandale de la Scala par Roberto Alagna. Je sais, il n'y a pas que Roberto Alagna dans la vie, il y en a plein des chanteurs qui se sont fait huer à la Scala. Mais bon, avoue que cette histoire, elle était quand même croustillante.